Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on va tenter une nouvelle forme de prise de cours qui va être en fait un petit peu façon classe inversée. Vous allez recopier la leçon à la maison à partir des vidéos et puis on fera plutôt des exercices en classe. Donc vous me direz si ça vous convient, on verra ensemble quelle est la meilleure méthode. Voilà. Donc aujourd'hui on va attaquer cette leçon sur le thème numéro 3 des évolutions de modèles continus. Donc je rappelle l'idée du modèle continu, c'est étudier des évolutions, la plupart du temps qui se passent au cours du temps, au fil du temps par exemple. En tout cas, contrairement à un modèle discret, on ne va pas avoir besoin d'étudier uniquement certaines valeurs très précises et séparées les unes des autres. Il y a bien cette idée de continuité, comme on a pu voir dans le chapitre numéro 1 au niveau des fonctions, et donc quelque chose qui se passe la plupart du temps au fil du temps, une évolution au fil du temps. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on revienne encore une fois à des études de fonctions, alors un petit peu moins des études classiques pour arriver à des tableaux de variation, mais là on va introduire des nouvelles notions, entre autres la notion de limite qu'on a pu voir avec les suites, on va voir ce que ça donne au niveau des fonctions, et puis également tout ce qui est les notions de primitives et d'équations différentielles qui sont finalement relativement simples si on a compris comment dériver une fonction. Voilà. Donc on va attaquer tout de suite avec la première partie, limite de fonction. Alors, au niveau des limites de fonction, on va avoir dans la partie cours qui va s'afficher sur le côté une définition qu'on appellerait plutôt une définition intuitive, c'est-à-dire c'est une définition qui n'utilise pas vraiment de notation mathématique très pointue. Alors il existe des définitions mathématiques pour les limites de fonction, on pourra les aborder rapidement en classe, je vous montrerai un petit peu quelle est la notation en question, mais pour votre niveau de terminale maths complémentaire, l'approche intuitive est tout à fait suffisante. Voilà. Alors, l'idée de l'approche intuitive, c'est de dire que, par exemple, donc on va prendre des exemples des limites en plus l'infini. L'idée d'une limite en plus l'infini pour une suite, c'est l'idée que n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire on avance de plus en plus loin dans la suite, les rangs augmentent, le n augmente, pour aller vers plus l'infini. Traduction en termes de suite, on va aller de plus en plus loin dans les termes de la suite et potentiellement donc sans jamais s'arrêter. Et on essaye de voir ce qui se passe. Au niveau d'une fonction, on va retrouver un petit peu le même principe. Alors on va commencer avec les limites en plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire que la limite en plus l'infini d'une fonction? Eh bien en fait, ça sera quand x tend vers plus l'infini, traduction, x prend des valeurs de plus en plus grandes. D'accord? Donc on peut imaginer n'importe quel nombre entier, aussi grand soit-il. Quand on dit x tend vers plus l'infini, x finira par dépasser cette valeur. Voilà. Alors visuellement, graphiquement, ça veut dire que sur le repère, on va regarder de plus en plus vers la droite ce qui se passe pour la courbe de ma fonction. Bien. Et donc là, j'ai trois cas possibles. Enfin, plusieurs cas possibles, mais trois grands cas qu'on va étudier. Alors, le premier cas est le fait d'observer que votre fonction, votre courbe de fonction, bien, va se rapprocher d'une certaine image, d'une certaine ordonnée, se rapprocher de plus en plus, donc potentiellement sans jamais l'atteindre précisément, mais s'en rapprocher autant que l'on veut. Donc l'idée, c'est de dire que eh bien, plus on va aller vers la droite sur la courbe de ma fonction, eh bien, plus je vais me rapprocher de cette ordonnée-là. Et donc du coup, au niveau de la notation, on dira que la limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction est ma valeur. Donc la valeur, on va lui donner une lettre, on va l'appeler L pour limite, mais ça pourrait être n'importe quelle lettre. L'idée, c'est que c'est une constante, donc c'est un réel constant duquel on se rapproche, qu'on n'atteindra jamais, mais on s'en rapprochera de plus en plus autant que l'on veut. On a le deuxième cas possible, qui est de dire ma fonction, en fait, plus j'augmente les x, plus ma courbe de fonction va vers le haut, les images augmentent de plus en plus, et là par contre, la deuxième possibilité, ça serait de dire que, quel que soit le nombre auquel on pense, aussi grand soit-il, eh bien f de x, c'est-à-dire les images par la fonction, finiront toujours par dépasser ce nombre-là. On retrouve un petit peu la définition qu'on avait donnée pour les suites. Et dans tous les cas, on dira que la limite est plus l'infini. Donc la notation, ce sera la limite quand x tend vers plus l'infini de ma fonction est plus l'infini. Visuellement, ça se traduit par quoi sur un graphique? Ça se traduit par une courbe qui monte de plus en plus haut au fur et à mesure qu'on lit vers la droite. Et donc l'idée, c'est de dire qu'on va retrouver cette définition-là si on a le contraire, c'est-à-dire plus on va vers la droite, plus ma courbe descend dans les négatifs. Alors on ne peut pas dire
f de x devient de plus en plus petit, puisque ça c'est un petit peu plus délicat comme notion. Est-ce que f de x devient de plus en plus petit en se rapprochant de 0 ou alors en se rapprochant d'une autre valeur? Là on va être assez clair. F de x devient de plus en plus gros en valeur absolue, c'est-à-dire vraiment uniquement la valeur numérique, mais chez les négatifs. Donc c'est-à-dire que nos f de x seront des nombres négatifs avec le moins devant, mais avec une valeur numérique de plus en plus grosse. Et donc effectivement on dira que la limite de la fonction quand x tend vers plus l'infini est moins l'infini. Et donc là, visuellement, on va avoir une courbe de fonction qui plonge, entre guillemets, vers moins l'infini, et donc sans jamais rebrousser chemin. Alors bien sûr, il existe des fonctions qui n'ont pas de limite, en plus l'infini, donc on n'en rencontre pas énormément, mais ça existe. Et donc vous avez par exemple les fonctions trigonométriques, que vous avez probablement vu un petit peu l'année dernière. On prend l'exemple de la fonction cosinus x. La fonction cosinus x est une sinusoïde, donc elle n'arrêtera pas de varier entre moins 1 et 1, mais elle n'aura jamais de limite. Voilà. Donc on va rajouter un petit point de vocabulaire que vous avez vu en plein milieu de la définition également. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où la limite de ma fonction f en plus l'infini est un nombre, et elle, on l'a dit visuellement, ma courbe de fonction va se rapprocher de plus en plus d'une certaine ordonnée, sans jamais l'atteindre. Mais si nous on rajoutait la droite horizontale correspondant à cette ordonnée, on s'apercevrait que la courbe de la fonction se rapproche de plus en plus de cette droite. Et donc cette droite, très précisément, elle va avoir un nom spécial en mathématiques. On va dire que c'est une droite asymptote à la courbe de ma fonction, asymptote horizontale. Bien. On va retrouver également le même genre de définition pour les limites d'une fonction en une valeur. Alors là, c'est un petit peu particulier, ça n'existe pas pour les suites, tout bêtement parce que si je cherche la limite de la suite un quand n se rapproche de 5, je n'ai qu'à calculer u5. Ça, c'est pas très compliqué. Mais pour autant, il existe par exemple des fonctions qui ont ce qu'on appelle des valeurs interdites. Et vous savez très bien ce que ça donne une valeur interdite graphiquement. Ça va nous donner des formes, par exemple des formes d'hyperbole. Et donc l'idée c'est de dire, je peux observer ce qui se passe quand x, c'est-à-dire mes abscisses, se rapprochent de cette valeur interdite, donc sans l'atteindre bien sûr puisqu'on n'a pas le droit de la prendre, mais observer ce qui se passe quand on se rapproche de cette valeur interdite. Et là encore une fois, on va voir des cas. Alors, la plupart du temps, quand on va se rapprocher d'une valeur interdite et qu'on va tendre vers un nombre précis, ça on le verra assez rapidement au niveau du graphique, ça vous donnera des courbes de fonction qui a priori se rapprochent d'un point précis. Le problème étant que ce point précis correspondant à une valeur interdite, on aura, on le verra en classe, une espèce de petit symbole comme un petit crochet qui s'ouvre. Et donc très spécifiquement, c'est-à-dire que pour le graphique de cette fonction-là, le point dont on parle, on n'a pas le droit de le prendre, mais théoriquement, c'est un point qu'on peut imaginer, qu'on peut visualiser. Donc à ce moment-là, on aura la notation, la limite quand x tend vers a de ma fonction sera l'ordonnée de ce point-là. Ça, c'est un cas relativement rare. Ce qu'on va beaucoup plus rencontrer, ce sont les limites qui vont être les plus infinies et moins l'infini. Alors, on a un très bon exemple qui est la fonction inverse. La fonction inverse, autour de 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la fonction inverse, si on se rapproche de 0 par la droite, par les positifs, j'ai mon hyperbole qui plonge entre guillemets vers le bas, qui descend de plus en plus bas. Je retrouve ma définition de la limite en plus l'infini pour les fonctions. Je vais avoir des images qui vont avoir une valeur numérique, une valeur absolue de plus en plus grosse, mais chez les négatifs. Et donc quand je vais avoir ça, je dirais que la limite de ma fonction au niveau de ce point-là, quand x tend vers a, est moins l'infini. Inversement, si je m'aperçois que ma courbe prend des valeurs de plus en plus hautes, je dirais à ce moment-là que la limite de ma fonction quand x tend vers a est plus l'infini. Si on revient encore une fois à l'exemple de la fonction inverse, donc l'hyperbole, on se souvient bien que les deux branches de l'hyperbole ne réagissent pas de la même manière quand on se rapproche de 0. Si on se rapproche de 0 par les négatifs, ma courbe plonge, ma courbe a une limite qui va être moins l'infini. Par contre, si on se rapproche de 0 par la droite, par les positifs, là on a le symétrique, c'est-à-dire que ma courbe monte très très haut, d'accord, c'est-à-dire que je vais avoir des images qui seront aussi grandes que l'on veut, donc on aura une limite qui sera plus l'infini. Il convient donc de faire une distinction entre les limites qu'on appelle les limites à gauche et les limites à droite en un nombre, qui parfois peuvent ne pas être les mêmes. Et donc du coup on mettra un petit moins ou un petit plus au-dessus de mon nombre
quand x tend vers ceci ou x tend vers cela. Si vous voyez un petit plus, ça veut dire qu'on s'en rapproche par la droite, par des valeurs supérieures. Et si vous voyez un petit moins, ça veut dire qu'on s'en rapproche par la gauche, par des valeurs inférieures. Si je prends l'exemple de la fonction inverse, je dirais que la limite de 1 sur x, quand x tend vers 0 moins, c'est-à-dire vers 0 depuis les négatifs, sera moins l'infini. Et je dirais que la limite de 1 sur x, quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire vers la droite, ce sera plus l'infini. Voilà. Je vous ai rajouté un petit exemple d'une fonction qui est tracée avec une hyperbole également, et avec les différents exemples de limites qu'on peut avoir sur cette fonction-là. On va terminer cette petite partie de cours en disant que tout simplement on se rend compte que la plupart des notions de limite sur les fonctions ressemblent beaucoup aux notions de limite sur les suites qu'on a évoquées déjà précédemment. Ça veut dire que toutes nos petites propriétés de suite sur les limites, donc c'est-à-dire les théorèmes des gendarmes, c'est-à-dire les théorèmes de comparaison, si une suite UN est supérieure à une suite VN, mais que la suite VN tend vers plus l'infini, alors forcément, la suite UN tendra aussi vers plus l'infini. On va retrouver exactement le même genre de choses. Si vous avez une fonction f qui est supérieure à une fonction g, ça on peut le vérifier par leur formule, par exemple. Mais si on sait que cette deuxième fonction g, elle tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, et bien forcément la fonction f qui est supérieure tendra également vers plus l'infini. On retrouve tous ces petits théorèmes de comparaison et d'opération sur les limites. Donc tout ça, ce sera des choses qu'on va aborder en exercice, mais on peut résumer ça en partie court en disant toutes les techniques opératoires, toutes les opérations et théorèmes de comparaison valables sur les limites de suite, le reste sur les limites de fonction. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de cours. La deuxième partie de cours, on va parler un peu plus spécifiquement de ce qu'on appelle les primitives d'une fonction et de leur application sur des équations qui s'appellent les équations différentielles. On a eu un petit exemple déjà en introduction de la leçon, du chapitre. Donc, on va commencer très simplement avec les primitives. Vous avez une définition qui s'affiche sur le côté. Qu'est-ce que c'est qu'une primitive? Alors, une primitive, c'est une fonction. D'accord ? C'est une fonction, mais la petite particularité, c'est que c'est une fonction dont la dérivée, en fait, est connue à l'avance. C'est-à-dire qu'en fait, quand on cherche une primitive, quand on a une primitive, on avait déjà au préalable une première fonction qui était donnée. Le but était de trouver une autre fonction dont la dérivée donnerait la fonction qu'on m'a donnée au départ. Alors, d'un point de vue notation, la plupart des fonctions qu'on vous donne en départ d'exercice sont notées f de x, avec un f minuscule. L'idée est donc de dire, la primitive de cette fonction-là, je vais utiliser encore la même lettre, un f, mais un f majuscule. L'idée est de dire, ce f majuscule, cette fonction qui est ma primitive, eh bien, si je la dérive, je trouverai ma fonction petit f. Donc en fait, techniquement, si on voulait imaginer un petit peu le principe de la primitive, on pourrait dire que c'est le sens contraire de la dérivation en fait. Jusqu'à présent, on avait des exercices, on démarrait avec une petite fonction f, et puis on trouvait la dérivée f'. Après, la dérivée f', on s'en est servi sur plein de choses, mais l'idée c'était que voilà, on partait de f, on calculait f'. Eh bien, on peut imaginer qu'il y a déjà une étape préalable avant cette fonction f dont je pars dans l'exercice. Il y avait la fonction grand F. Et quand on a dérivé la fonction grand F, on a obtenu la fonction petit f. Donc, on peut résumer tout ça en disant grand F', eh bien c'est quoi? C'est la dérivée de grand F. C'est donc petit f, c'est la fonction qu'on me donne souvent en début d'exercice. Voilà l'idée. Alors globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma primitive, si je la dérive, je trouve ma fonction f. Ce qui veut dire donc que si je sais dériver une fonction, je sais donc trouver une primitive à cette fonction. L'idée étant que quand on utilise les formules de dérivation, vous vous souvenez du petit tableau avec nos formules, quand on dérive une fonction, eh bien on part des cases de gauche et on utilise les formules qui sont dans les cases de droite. D'accord? On prend l'exemple, une fonction avec x carré, un polynôme avec x carré, on sait que x carré, quand on dérive, hop, on prend la formule en face à droite, ça donne 2x. On peut dire ça autrement, on peut dire que si une fonction qu'on me donne est de la forme 2x, on prend la fonction 2x plus 1 par exemple, je sais que ce morceau 2x a été obtenu après une dérivation à partir d'un morceau x carré. Ce qui veut dire que dans ma primitive de ma fonction 2x plus 1, je sais qu'il y aura forcément x carré. Maintenant on prend le plus 1, pour obtenir un plus 1 après une dérivation,
C'est-à-dire qu'avant de dériver, je devais avoir un x. Et bien à ce moment-là, si je veux obtenir 2x plus 1 après avoir dérivé, ça veut donc dire qu'avant de dériver, il fallait que j'ai x carré plus un x, c'est-à-dire x carré plus x. Et effectivement, si vous prenez la fonction x carré plus x et que vous la dérivez, eh bien vous obtenez la fonction 2x plus 1. Ce qui veut dire que la fonction x carré plus x est une primitive de ma fonction 2x plus 1. Donc vous voyez, je n'ai pas forcément besoin d'apprendre par cœur beaucoup de formules de primitives. Il me suffit de connaître mes formules de dérivée, mais de les concevoir dans le sens inverse du sens d'application habituel. Alors attention par contre, il y a quand même une toute petite chose à retenir. Je ne dirais pas vraiment que c'est un piège parce que quand on le sait, on en est conscient, c'est plus vraiment un piège, mais il y a une petite chose à laquelle il faudra faire attention. Je vous ai donné l'exemple de la fonction x carré plus x, qui est la primitive de la fonction 2x plus 1. Bien. Mais prenons la fonction x carré plus x plus 5. Si je dérive cette fonction-là, qu'est-ce qui va se passer? Mon x carré devient 2x, mon x devient 1, et mon plus 5, en fait, lui, devient 0 en dérivant. Donc, il n'apparaît plus. Cette deuxième fonction x carré plus x plus 5, elle a donc bien la même dérivée que la fonction x carré plus x. Ce qui veut dire que, quand vous avez une fonction qu'on vous donne, et qu'on vous demande de trouver une primitive à cette fonction, on entend bien dans la question trouver une primitive, et non pas la primitive, c'est qu'en fait, il y a toujours une infinité de primitives qui est possible. Comment ça se fait? Tout simplement parce qu'à une constante près, je vais retrouver la même dérivée. On peut prendre n'importe quelle fonction, par exemple elle est x cube moins 3x plus 2, elle aura la même dérivée que x cube moins 3x plus 12, ou que x cube moins 3x plus pi, ou que x cube moins 3x plus racine de 2. Et là, je pense que vous avez compris le problème. C'est qu'on peut mettre n'importe quelle constante à la fin de cette formule de fonction, les dérivées seront toujours les mêmes. Maintenant, du coup, si j'en suis conscient, c'est-à-dire que quand je vais chercher des primitives, je vais avoir deux types de questions possibles. Soit on va me demander de trouver toutes les primitives possibles de ma fonction. À ce moment-là, je vais essayer d'expliquer que les constantes à la fin de ma formule vont disparaître. Je vais donc proposer le début de ma formule de primitive, mais je terminerai avec un plus k, k appartenant à R, et ce plus k va signaler qu'on pourrait finir cette formule de primitive avec n'importe quelle constante réelle. De toute façon, cette constante va disparaître quand on va dériver. Deuxième question possible, on pourrait vous dire, trouvez la primitive de cette fonction qui respecte une condition supplémentaire. Très souvent, ça va être une primitive qui s'annule en une valeur précise. Je reviens encore une fois sur mon exemple de f de x égale 2x plus 1. On a vu que les primitives de cette fonction-là, elles vont être de la forme x carré plus x plus une constante. Maintenant, si je vous dis que je cherche la primitive qui s'annule en 0, je ne vais pas chercher n'importe quelle primitive, je vais chercher la primitive telle que grand f de 0 égale 0. Eh bien, je n'aurai plus qu'à appliquer cette condition-là à ma formule de primitive pour trouver ma constante. En l'occurrence ici, si grand f de 0 égale 0, ça veut dire 0 au carré plus 0 plus la constante vaut 0, ma constante vaudra 0. On verra tout un tas de conditions supplémentaires pour trouver une primitive précise. Donc bien faire attention à ces questions-là. Si on vous demande de trouver toutes les primitives d'une fonction, il faudra penser à mettre ce petit plus k à la fin de la formule. Si on me demande de trouver la primitive qui respecte telle ou telle condition, c'est-à-dire qu'il y aura une seule formule précise qui va m'intéresser. J'aurai donc une information supplémentaire pour me permettre de dire quelle est cette formule. Voilà. Vous avez sur le côté un petit tableau qui s'est affiché, qui est le tableau des formules de primitives. Alors je vous le donne parce que voilà, il est présent dans votre livre de cours, mais j'insiste encore une fois sur le fait que les formules de primitives ne sont ni plus ni moins que nos formules de dérivation dans le sens inverse. Voilà, tout bêtement. Et ça clôt notre petite partie sur les primitives pour l'instant. Alors, troisième et dernière partie de notre leçon, donc sur ce thème 3, évolution modèle continu, ce sont ce qu'on appelle les équations différentielles. Alors, il existe beaucoup d'équations différentielles différentes, une infinité. Nous, on va s'intéresser à une forme spécifique d'équation différentielle. Alors déjà, premièrement, il faut poser les choses. Qu'est-ce qu'une équation différentielle? C'est une équation qui va faire intervenir, on en avait parlé, une fonction et ses différentes dérivées possibles.
parfois on a la dérivée de première, le f' qu'on connaît, parfois on a des équations différentielles où il y a à la fois f' de x mais aussi f seconde de x, etc. etc. Bien. Donc au niveau des équations différentielles, on va parler d'ordre selon en fait, le niveau de dérivation qui intervient. Par exemple, une équation différentielle dans laquelle on aurait juste une fonction et sa dérivée, celle qu'on va traiter nous dans cette partie-là, eh bien ça s'appelle les équations différentielles du premier ordre. Une équation différentielle du second ordre serait une équation différentielle qui fait intervenir une fonction et sa dérivée seconde, la f seconde qu'on avait vue, la même qu'on avait utilisée pour étudier la convexité d'une fonction. Bien. Donc nous, cette année, on va se limiter à ce qu'on appelle les équations différentielles du premier ordre, c'est-à-dire les équations dans lesquelles on fait intervenir une fonction et sa dérivée uniquement. Et donc en fait, on en verra de deux sortes. Alors la première équation différentielle du premier ordre qu'on va voir, c'est l'équation différentielle de la forme y' égale AY. Alors, vous voyez qu'on utilise cette notation de y pour insister sur l'idée image antécédent, ordonnée abscisse, mais nos y et y' pourraient être en fait f de x et f de x'. F' de x. Donc l'idée c'est de dire, bon, la notation sera plus simple et plus agréable à utiliser. Au lieu de dire f' de x égale af de x, eh bien, on raccourcira un petit peu la notation en écrivant y' égale AY. Voilà. Et donc, notre rôle à nous, en fait, est uniquement de connaître par cœur les formes des réponses, les formes des solutions à ces équations-là, puisqu'en fait, c'est assez limité. Il n'existe que quelques solutions possibles, quelques formes de solutions possibles, et donc votre travail est uniquement de repérer quel est le type d'équation différentielle du premier ordre que vous avez, et d'associer directement la fonction qui est solution de cette équation-là. Alors on va commencer avec les équations différentielles de la forme y' égale AY. Eh bien en fait, on en avait discuté en classe, ces fonctions-là, c'est les fonctions solutions de cette équation-là, eh bien vont être toutes les exponentielles de la puissance a quelque chose. Comment ça? Bien tout simplement parce qu'une exponentielle ax, par exemple, eh bien, quand on dérive, on va uniquement dériver ce qu'il y a en exposant, c'est-à-dire la dérivée de ax, ça va être juste a. Cette dérivée va donc venir multiplier mon exponentielle, et l'exponentielle en elle-même ne change pas. Donc toutes les fonctions de la forme exponentielle ax, quand on dérive, ça donne a exponentielle ax. Je ne vous apprends rien, ce sont les formules de dérivation d'exponentielle. Mais on peut donc dire que la dérivée, c'est bien égal à a fois ma fonction. On a donc, en fait, là, la forme de toutes les solutions de ce premier type d'équation différentielle du premier ordre. Si vous avez y' égale AY, eh bien les solutions seront de la forme exponentielle AX. Et le A sera une constante réelle. On pourrait croire que là, en fait, il n'existe qu'une seule fonction solution. N'oubliez pas quand même qu'à un multiplicateur près, à un coefficient multiplicateur près, cette propriété reste valable. On prend un petit exemple, si on prend l'exemple de la fonction exponentielle 3x. Quand je dérive cette fonction-là, ça me fait 3 exponentielle 3x. Cette fonction-là est donc solution de l'équation différentielle y' égale 3y. Par contre, on avait vu l'exemple, si je prends la fonction 5 exponentielle 3x, je la dérive, ça me fait 15 exponentielle 3x. C'est bien 3 fois plus que ma fonction de départ. Donc cette fonction 5 exponentielle 3x, eh bien, elle reste également solution. Donc, exponentielle ax, ça va être le bloc, entre guillemets, qu'on va avoir en commun entre toutes ces solutions. Et devant, on va rajouter dans notre formule de solution un petit k qui va être une constante réelle, car à une constante multiplicatrice près, on va avoir une infinité de solutions. Donc, un dernier exemple, si on prend l'équation différentielle du premier ordre, y' égale moins 5y, je sais que j'ai une exponentielle moins 5x, mais attention, les fonctions solutions vont être de la forme k exponentielle moins 5x, c'est-à-dire devant ce bloc exponentiel, je pourrais avoir n'importe quel nombre réel, sans x, n'importe quelle constante réelle, et ça resterait une solution. Voilà.
Alors, deuxième et dernière partie, on a maintenant un deuxième type d'équation différentielle du premier ordre. C'est quand on aurait une équation du style y' égale AY plus B. Alors, on retrouve le AY, donc on devine qu'on va retrouver nos exponentielles en solution, mais on a ce plus B qui intervient. Alors, ça va être un tout petit peu différent. On va observer qu'en fait, dans ce genre d'équation différentielle du premier ordre, donc y' égale AY plus B, eh bien, il existe toujours, en fait, une fonction constante qui va être solution de cette équation-là. Alors, pourquoi une fonction constante? Puisque cette fonction constante, quand je vais la dériver, j'obtiendrai 0 à tous les coups. Donc, en fait, je pourrais trouver mon équation différentielle d'une autre façon, qui serait en fait 0 égale a fois ma fonction constante plus b. Et je me rends compte que ça, du moment que a et b sont différents de 0, bah c'est une équation qui a toujours une solution. Cette constante, cette fonction constante, elle existe. Elle peut être calculée. Même plus précisément, on peut donner une valeur. Cette constante-là, c'est moins b sur a. Vous faites a fois moins b sur a plus b, le résultat vaut 0. Écrit en termes de fonction, ça veut dire que je prends la fonction constante qui est égale à moins b sur a, et bien quand je la dérive, ça fait 0. Et j'ai bien 0 égale a fois ma fonction plus b. Donc, ces équations différentielles du premier ordre de forme y' égale ay plus b, il y a toujours une solution constante, qui va être une fonction constante, qu'on va noter alpha, et il faut savoir que cette fonction-là, par contre, elle est unique. Bien, maintenant qu'on sait ça, on sait également que eh bien, on a encore ce bloc exponentiel qui est valable pour toutes les fonctions solutions de l'équation y' égale ay plus, et on reprend. Cette solution est donc unique. Alors maintenant, on sait également que pour les équations de la forme y' égale à y, eh bien, on va trouver comme solution les fonctions de la forme k exponentielle ax. Donc nos solutions vont être assez simples. On a d'un côté notre solution particulière qui est alpha. De l'autre côté, on a nos solutions générales qui vont être de la forme k exponentielle ax. Et bien notre solution en fait, de cette équation différentielle va un peu mélanger nos deux cas. Elles vont être de la forme k exponentielle ax plus alpha. Donc là, il suffira de faire un ou deux petits exemples pour voir qu'effectivement, ces formes de fonctions-là correspondent à notre équation différentielle y' égale ay plus b. Et on a terminé avec la partie cours. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à appliquer tout ça dans différentes situations. Donc, n'hésitez pas à me dire si cette forme de cours vous convient ou pas. Et puis on verra pour la suite de l'année. À bientôt!